Content de vous retrouver, content de retrouver, il y a des fidèles quand même que je vois chaque année, depuis 12 ans. J'étais le premier parrain de ce salon du livre et je suis toujours heureux de venir ici et de voir qu'il prospère en quelque sorte. Et je remercie infiniment évidemment toute l'équipe qui organise ce salon du livre, des bénévoles formidables, et en particulier évidemment Claude Garot, qui est le premier à m'avoir sollicité, et puis évidemment Jean-Philippe Dugouin-Clément, monsieur le maire, que j'ai salué tout à l'heure, qui est en campagne législative. Je ne fais pas sa campagne, mais je suis quand même content qu'un maire prenne autant d'attention à la culture, à l'éducation, aux écoles, voilà, dans sa ville. Je vous le dis d'autant plus que je ne vote pas ici, donc vraiment, faites ce que vous voulez. Donc, très bien. Je suis ravi de revenir. Je me représente, même si je suis toujours très bien présenté, mais un petit mot quand même sur d'où on parle. C'est toujours important, surtout sur des sujets qui peuvent être pas tout à fait consensuels et susciter une discussion, pas nécessairement une polémique, mais en tout cas une discussion, parce qu'on va parler de la cancel culture, un peu du wokisme. On va peut-être redéfinir tout à l'heure les choses à l'occasion de ce livre que j'ai publié en février dernier qui s'appelle Les Nouveaux Justiciers, réflexion sur la cancel culture, chez Bouquin. Voilà, c'est ce que je redoutais, c'est la concurrence des micros, mais on va y arriver. Donc vous rappelez que je suis avocat, je parle dans ce livre d'ailleurs de certaines causes que je défends, de certaines personnes que j'ai défendues, dans deux côtés de la barrière. Je suis avocat beaucoup versé dans les questions de liberté d'expression, de propriété intellectuelle, mais je fais aussi du droit pénal pour des artistes, des écrivains ou des gens mis en cause dans des affaires plus ou moins complexes. Notamment dans ce qui s'appelle le mouvement MeToo, des deux côtés, pour des gens qui portent plainte et puis pour des personnes qui sont mises en cause. Et puis, par ailleurs, comme on l'a gentiment dit, je publie beaucoup de livres sur ces questions. Voilà, celui-ci est vraiment me tenait à cœur, sur un débat qui agite la presse, agite l'opinion publique, agite d'ailleurs les campagnes électorales. Et puis agite notamment la nomination du nouveau gouvernement, puisque comme vous avez suivi peut-être depuis 48 heures, la nomination de Pape Ndiaye comme ministre de l'Éducation lui vaut des attaques ou des anathèmes sur le thème du wokisme. Je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur représentant, si je puis me permettre, de ce courant de pensée. Je pense que c'est quelqu'un, je vous le dis à titre personnel, plus modéré, très intelligent, très cultivé évidemment, très compétent, et je pense que là on lui fait peut-être un mauvais procès. Voilà, il y a d'autres héros, si je puis me permettre, dans le sens qui portent la parole, qui ne sont pas pour moi des héros à mes yeux de la cancel culture, plus facile, enfin plus évident que Pape Ndiaye. Je ne le défends pas, mais je pense que là, les accusations, c'est pas le meilleur représentant de ce mouvement dont je vais parler. Vous dire aussi, bon, vous le savez, j'occupe tout un tas d'autres fonctions en plus d'être avocat et écrivain. Je suis secrétaire général du musée Yves Saint-Laurent, je fais pas mal de choses et donc je m'intéresse beaucoup, surtout aux questions de culture à chaque fois. Et la cancel culture porte sur la culture puisque c'est une forme de censure, donc je vais parler, qui vise beaucoup d'abord le personnel, les gens du milieu de la culture, les cinéastes, les chanteurs, les écrivains, dans un rapprochement général qui vise en gros à effacer la séparation qui peut exister entre l'auteur et l'œuvre, entre sa vie privée et sa carrière d'artiste ou d'auteur. Qu'est-ce que c'est que la cancel culture, pour faire très simple? Cancel, on pourrait traduire, c'est effacer en quelque sorte la culture de l'effacement, la théorie de l'effacement. C'est en réalité quelque chose de très ancien, qu'on connaît bien, qui consiste donc à éradiquer quelqu'un de l'espace public en raison d'une chose qu'il aurait faite, supposée ou avérée ou pas, en raison de propos qu'il aurait tenus, blâmables pénalement ou pas, judiciairement ou pas, moralement ou pas, et en raison d'une phrase, d'un mot, d'une attitude, d'une amitié, d'un seul coup, cette personne se voit éradiquée totalement, effacée de l'espace public, on considère qu'on ne peut plus l'inviter nulle part, on ne peut plus l'honorer, on ne peut plus montrer ses films, son œuvre, ses livres, etc. C'est une théorie qui vient des États-Unis, des campus américains, ces dernières années, dans lesquels, vous savez, il y a un courant, on va dire, extrêmement virulent, qui cherche à remettre en cause un certain nombre de choses. Il y a des choses très légitimes, il ne faut jamais se tromper. Il y a toujours dans ces mouvements et dans ce qui aboutit à des phénomènes de censure ou des phénomènes extrémistes, il y a toujours quand même des fondements pas totalement délirants, qui a à l'origine une cause,
la lutte contre le sexisme, l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, des choses qui sont assez simples et partagées. Et après, la vraie question de la divergence, c'est les moyens qui sont utilisés et les gens qui sont désignés pour éradiquer ces maux, ces fléaux qui nuisent évidemment encore en 2022 à nos sociétés qu'on pourrait penser sorties des gangs, entre guillemets, enfin des lits ou des pires moments de l'histoire du XXe siècle. Il y a donc ce mouvement qui s'est disséminé, qui se manifeste sous plein de formes, je vais y revenir de façon un peu détaillée, et qui s'est disséminé, on va dire d'abord pour faire très simple, même si c'est plus complexe, par les campus universitaires français, par les gens qui notamment discutent des questions de genre, de ce qu'on appelle les LGBT studies, tout un tas de choses, et puis ensuite qui gagnent peu à peu une communauté universitaire, étudiante, d'enseignants, et puis on va dire qui contamine peu à peu une partie de la presse, une partie des générations aussi, il ne faut pas se tromper, il y a quand même un mouvement générationnel qui fait que plus de gens dans des mouvements proches de la cancel culture chez les jeunes que chez les gens plus âgés, mais ça n'est pas aussi binaire du tout. Il y a heureusement des esprits sains chez les jeunes générations, et puis il y a toujours eu des vieux cons, vous me pardonnerez, et donc ils sont toujours prompts à sauter sur la moindre nouveauté qui leur permet de porter l'anathème. La cancel culture, en réalité, moi j'ai toujours tendance à penser que ça me rappelle à la fois Pol Pot, c'est-à-dire les Khmers rouges, la façon dont on fait un procès caricatural à quelqu'un en raison de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait ou de ce qu'il aurait pu penser. Mais c'est aussi le macartisme. C'est un vieux phénomène américain de stigmatisation de gens qui étaient interdits de cinéma. Je prends Chaplin, des gens extrêmement connus qui avaient été interdits d'Hollywood dans les années 50 parce que leur pensée politique était supposée être déviante ou non conforme à une idéologie américaine, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Et donc ces films, des cinéastes ont dû s'enfuir, entre guillemets, ou revenir en Europe pour prendre l'exil pour pouvoir continuer à tourner ou à produire. Donc ce phénomène, en réalité, qu'on appelle cancel culture aujourd'hui, parce qu'il a pris une ampleur nouvelle et qu'il est beaucoup porté par les réseaux sociaux, par la capacité de tout à chacun, en un tweet, en un message, en 2 secondes sur un réseau social, à jeter des pierres sur quelqu'un d'autre, voilà, a pris une nouvelle terminologie et de nouvelles formes liées à un mouvement plus général de nouvelles censures, de nouveaux justiciers, entre guillemets, qui se font justice à eux-mêmes ou qui se substituent à l'état de droit, parce que c'est ça qui est le plus intéressant et le plus dangereux. Il y a dans le mouvement de la cancel culture, sur lequel je vais revenir, donc comme je vous le dis, à chaque fois, il y a quand même une idée, malgré tout, qui est la lutte en tout cas des moyens de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, le sexisme et l'homophobie. C'est vraiment pour moi un quaternaire, si je puis me permettre, de mots ou de fléaux. Et puis après, il y a beaucoup de choses très confuses qui vont en même temps, que je pourrais développer tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais donc il y a l'idée selon laquelle on ne peut plus séparer, distinguer l'œuvre de l'auteur, l'œuvre de la personne qui est l'auteur, homme ou femme. Il y a, je vais revenir sur ça après, il y a aussi une réécriture de l'histoire, la volonté de déboulonner des statuts, mais pas uniquement de déboulonner des statuts, parce que ça c'est assez visible, parce que quand la statue n'est plus là, elle est plus visible, mais de réécrire une partie de l'histoire, de cacher le rôle de gens dans le passé parce qu'ils auraient eu un rôle supposément négatif aux yeux d'une vision très 2022, hein. Donc c'est une relecture, une forme de révisionnisme extrêmement désagréable qui vise soit à déboulonner des gens, à mettre en cause, vous le savez, c'est passé par tout un tas de choses. Ça va de Colbert à Napoléon, et ça ne concerne pas que les statuts, ça concerne les écrits, ça concerne le fait d'accepter ou d'honorer ou penser qu'il y a des choses formidables qui ont été faites par les uns et par les autres, et tout cela est éradiqué, effacé, au motif qu'il y aurait eu un rétablissement du code noir, qu'il y aurait eu un certain nombre de choses qui ne sont pas à la gloire des intéressés, mais qui font partie de leur histoire et de l'histoire. Il y a évidemment donc, un ensemble de théories développées qui convergent dans ce mouvement général. Pour venir tout de suite sur des cas de figure concrets et que vous ayez des exemples en tête de ce qu'est le phénomène de la cancel culture, peut-être vous dire par exemple, alors n'y voyez aucune prise de position, hein, là ce ne sont pas des gens que je défends, que je vais citer, donc c'est aucune prise de position personnelle sur ceux dont ils ont été accusés. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on leur fait subir ensuite comme peine complémentaire. Un exemple que vous connaissez tous, c'est Bertrand Cantat, meurtrier, hein, il n'y a pas d'ambiguïté sur ça, de Marie Trintignant, sa compagne à Vilnius pendant un tournage, vous vous souvenez tous de cette histoire.
Vous savez que Bertrand Cantat est chanteur dans un groupe Noir Désir. Il est jugé en Lituanie. Il est condamné pour ce qu'on appellera aujourd'hui un féminicide. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. On parlait de crime ou de crime passionnel parfois, mais le mot est désormais très mal perçu. Donc, mais en tout cas, donc un féminicide. Et il purge sa peine. Il l'a purgé dans des prisons françaises après avoir été détenu un certain temps, le temps de son procès, puis dans les temps qu'on suivit immédiatement en Lituanie. Et puis il est sorti. Il a une interdiction de s'exprimer sur le sujet pour lequel il a été condamné, c'est-à-dire etc. C'est le juge des libertés qui a cautionné sa sortie légèrement anticipée sur la peine au fait de ne pas prendre la parole sur ce sujet. C'est possible en droit français, mais le résultat, c'est qu'il est aujourd'hui quasiment interdit de concert, et que ces chansons, évidemment, n'ayant aucun rapport de près ou de loin avec les faits pour lesquels il a été jugé et condamné. Donc il y a là quelque chose, une façon de faire purger à quelqu'un une double peine, quelqu'un qui a payé sa dette à sa société, qui n'est pas pour moi un héros à mes yeux, comme vous l'avez compris. Hein. Je n'ai de sympathie ni pour le personnage, ni évidemment encore moins pour ce qu'il a fait. Et à titre personnel, comme mélomane, c'est pas ma tasse de thé, mais ça c'est un autre problème. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que des mouvements généraux font que des protestations et de mélange de tout font que des gens viennent empêcher la tenue de ces concerts dans toutes les salles de France et de Navarre où il voudrait se produire, au motif qu'il a été condamné pour un féminicide. Il y a là quelque chose d'assez contraire, on va dire, à l'état de droit et à la façon dont on peut concevoir une peine de prison. La question n'est pas de savoir si elle était juste, injuste ou suffisante ou modérée, elle était importante. Le résultat, c'est qu'il est interdit. Il avait d'ailleurs été interdit déjà d'antenne sur les radios du service public. On ne passait plus ces disques parce que ça pouvait provoquer, selon les patrons et patronnes de Radio France, un émoi chez le public au moment où il y avait le procès, au moment où le meurtre a été connu. Et c'est toujours le cas. Ce qui est beaucoup plus regrettable, c'est vraiment l'interdiction des concerts, parce que les concerts ne sont pas quelque chose que le public subit. Ça n'est pas le fait qu'on n'écoute pas France Inter. Quand on écoute France Inter le matin, effectivement, on subit une publicité, une musique qu'on n'a pas nécessairement envie d'entendre. Mais quand on va à un concert, pour moi, c'est un acte volontaire où on choisit d'aller s'exposer ou d'aller écouter telle ou telle chanson, tel ou tel artiste, de rentrer dans un musée, voir une exposition. On choisit de lire un livre. On ne le subit pas, je ne crois pas encore. Peut-être ma fille au lycée trouve qu'elle le subit parfois parce qu'elle passe le bac français. Mais ça, c'est une autre histoire. Elle subit le rouge et le noir. Je vous le dis tout en ce moment. Mais voilà, nous ne subissons pas, et donc pour moi, il y a quelque chose de profondément choquant à interdire à des gens d'aller écouter un artiste qui a payé sa dette, qui a le droit de chanter, qui n'est pas interdit de chanter, et arriver à une censure par la violence physique, par le blocage des salles de spectacle, qui, selon moi, est inadmissible. D'autres exemples assez simples, récents, il y a eu beaucoup de polémiques, puisque là c'est le moment de Cannes, ces jours-ci. Il y a deux événements importants en France, il y a le Salon du Livre de Mency, culturel, et le Festival de Cannes. Je vous dis ça en allant régulièrement au Festival de Cannes, dont je suis un des avocats. Et j'ai autant d'affection pour l'une que l'autre des manifestations. Mais il y a 3 ans, on avait, avant la pandémie et les perturbations sur tous les événements culturels, il a été prévu de délivrer une palme d'or d'honneur à Alain Delon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était il y a 3 ans. Hein, ça nous semble maintenant appartenir, on dit le monde d'avant ou c'était avant. On a l'impression que c'était il y a 50 ans, mais c'était il y a à peine 3 ans. Et il y avait eu une énorme polémique venue de militants et de militantes antiracistes, antisexistes, antimisogynie, tout ce que vous voudrez, au motif qu'Alain Delon n'est pas nécessairement le citoyen avec les idées avec lesquelles on peut être d'accord en permanence, mais ça n'est pas la question. La Palme d'Or n'est pas remise, une Palme d'Or d'honneur n'est pas remise pour un prix de citoyenneté, c'est une Palme d'Or pour un acteur extraordinaire, pour un comédien inégalable. Voilà, quoi qu'il pense politiquement, quoi qu'il ait dit, quel que soit son rapport à la mafia, aux femmes, ou à ce que vous voudrez, moi peu m'importe, heureusement qu'on ne devrait pas juger les comédiens à leurs opinions, comme on ne devrait pas juger, encore une fois, les écrivains, etc., à leurs opinions personnelles, encore une fois, si des opinions répréhensibles ne sont pas colportées dans les livres ou dans les films. Et donc cette polémique très importante, Alain Delon était accusé notamment par les Américains qui avaient lancé des pétitions en ligne au moment du Festival de Cannes en disant qu'il était raciste, homophobe et misogyne. Et c'était les grands titres de la presse américaine en disant qu'il était inadmissible que la France délivre des récompenses ou fasse des roules de tapis rouge pour un tel homme.
Il y avait même jusqu'à Salma Hayek, qui est mariée avec le fils Pinault, qui était en plein délire, l'actrice, et qui avait fait savoir qu'elle boycotterait la cérémonie. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est une démonstration de la cancel culture. Non seulement on en voulait interdire d'honorer un grand acteur, et on allait, si c'était le cas, jusqu'à vouloir boycotter la cérémonie. Les phénomènes, vous le connaissez, le cinéma est très porteur de ce genre de mouvement. Vous avez eu, évidemment, vous avez suivi comme moi la polémique sur Roman Polanski, le César, l'affaire Dreyfus. Il y a d'une part une affaire judiciaire qui est terminée maintenant depuis longtemps, sur laquelle nous n'aurons jamais, ni vous ni moi, nous ne sommes pas dans le dossier, je ne suis pas l'avocat de Polanski, je ne suis pas Polanski, je ne suis pas l'avocat de la femme qui lui était opposée, avec laquelle il y a eu visiblement un accord qui a été passé il y a déjà plusieurs années, et qui elle-même nous dit qu'il ne faut pas censurer Polanski, mais des gens donc qui, au motif que Polanski aurait eu des démêlés dans une histoire très compliquée de mœurs il y a très longtemps, des gens pensent qu'il n'est pas possible de montrer les films de Roman Polanski, d'en parler, de l'honorer, quoi que ce soit. Ça avait commencé, moi je suis l'avocat de la Cinémathèque française, et on avait fait une rétrospective Polanski qui avait été extrêmement chahutée. On avait reçu des menaces de mort, le directeur avait reçu des petits cercueils, on a reçu des balles dans des enveloppes, des balles de fusil, donc c'était extrêmement violent parce qu'on montrait des films importants de Roman Polanski qui n'ont, alors là pour le coup, rien à voir avec les choses pour lesquelles il a été accusé ou les démêlés éventuellement judiciaires qu'il a pu avoir, de la même façon qu'évidemment le film sur Dreyfus n'a rien à voir avec ses propres démêlés et les rapprochements qui ont vaguement été tentés d'être faits par des gens qui disaient oui c'est une façon de se réhabiliter et de montrer qu'il y a des erreurs judiciaires, enfin on nageait dans le grand n'importe quoi. Moi il me semblait nécessaire qu'il y ait un grand film sur l'affaire Dreyfus. Je dis ça, j'ai été conservateur du musée du Barreau pendant une douzaine d'années et nous avons des archives extraordinaires sur cette affaire. C'est un moment très important dans l'histoire de la République qui traduit des passions, des haines et puis puisque peut être les errements de la justice militaire. C'est une affaire extrêmement importante. J'avais incité mes enfants à aller voir le film après l'avoir vu en le trouvant excellent. Et là, il y avait une confusion complète entre Adèle Haenel, entre Céline Sciamma, tout un tas de gens qui avaient, vous vous souvenez, au moment des Césars, trouvé inadmissible qu'on puisse honorer, montrer de près ou de loin. Donc ça avait pris des graduations encore supplémentaires. Ça n'a pas empêché, heureusement, le film de connaître un grand succès et puis d'être montré quand même assez largement. Ça a empêché, en revanche, des écoles et des enseignants d'emmener des élèves voir un film qui porte sur un moment très important de l'histoire de la République, parce que certains parents auraient pu s'émouvoir du fait qu'on aille voir le film de quelqu'un qui avait été accusé dans une affaire de meurtre, etc., etc., etc. Chose qui, donc, encore une fois, n'a pas beaucoup de rapport avec l'histoire Dreyfus, du capitaine Dreyfus, d'Émile Zola, et ce qui est montré dans l'excellent film de Polanski. La cancel culture, c'est donc un phénomène, je pourrais multiplier les exemples, je les multiplie dans mon livre, c'est un phénomène qui consiste donc à s'emparer de gens en raison d'un agissement, d'un acte considéré comme de trop, d'une phrase considérée comme de trop, d'une amitié de trop. Je vous prends un seul exemple, je suis alors là parfois l'avocat du diable, pas loin, mais je suis l'avocat de Gabriel Matzneff. Je pense que vous savez à peu près tous de qui il s'agit. Et il y a, je ne vais pas défendre ici Gabriel Matzneff, ça n'est pas le propos. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est Christophe Girard, qui était adjoint à la culture à la ville de Paris, qui s'est vu reprocher, a dû démissionner, à la poussée par Anne Hidalgo, qui n'avait encore qu'une autre connerie supplémentaire à faire. Je dis ça en électeur parisien. Et donc, elle l'a poussé à la démission au motif qu'il avait déjeuné avec Gabriel Matzneff. Il y a là une confusion générale de tout. Gabriel Matzneff n'ayant pas été jugé, pour ceux dont on l'accuse, peu importe, je ne vais pas avoir un débat, je l'ai déjà eu avec ma fille qui est une supporter de Vanessa Springora, donc on peut avoir des discussions intéressantes autour de ces cas de figure et des livres. La question qui m'intéresse, c'est de lyncher quelqu'un parce qu'il a déjeuné avec quelqu'un qui est au centre d'une polémique, aussi importante et grave soit-elle, me semble alors là complètement délirant, et il y avait donc un mélange complet des genres. Christophe Girard a été contraint de démissionner par Anne Hidalgo, a été retoqué du groupe socialiste alors qu'il est toujours élu, désormais il siège en non inscrit, et surtout s'est vu à démissionner, surtout parce qu'il n'en pouvait plus pendant un mois. Il avait des militantes qui avaient trouvé son adresse personnelle, il a des enfants,
et qui attendait devant chez lui quand il revenait avec ses enfants, qu'il allait chercher notamment au collège. Des militantes lui jetaient des petites fioles d'urine systématiquement tous les soirs au visage et au visage de ses enfants. Donc on est là dans quelque chose qui est une méthode, pour moi, terroriste. Ça serait faire beaucoup d'honneur, pardon, à ces gens. On est très loin de ça, heureusement. C'est comme des méthodes de terreur ou d'intimidation physique qui sont complètement délirantes, au motif qu'il avait déjeuné avec Gabriel Maznev, pour lesquels, mais comme beaucoup de gens, il pouvait avoir une certaine estime littéraire, ce qui ne veut pas dire une estime pour ce qui est raconté éventuellement dans les journaux publiés chez Gallimard de l'intéressé. Il y a une grande confusion, comme vous l'avez compris, dans la cancel culture aussi, puisqu'elle confond à la fois des affaires judiciaires jugées pour lesquelles les gens ont payé leurs dettes, des affaires judiciaires en cours pour lesquelles le respect de la présomption d'innocence doit s'imposer. Et nous sommes dans un état de droit, dans une des rares démocraties de cette planète quand même. On peut la critiquer tous les jours, je le fais tous les jours. Très sincèrement, je suis critique de nos institutions, critique de nos sociétés. Mais nous ne sommes pas en Arabie Saoudite, nous ne sommes pas en Birmanie, mes amis, nous ne sommes pas en Chine. Nous sommes dans un état de droit dans lequel il y a un grand nombre de garanties, de principes, de libertés, et notamment une présomption d'innocence qui doit être respectée, qui est de plus en plus bafouée, mais qui fait que quand l'un d'entre nous est accusé de quelque chose, tant qu'il n'est pas définitivement jugé, nous ne pouvons pas nous substituer au juge et considérer qu'il est coupable. Il y a dans les militants de la cancel culture une grande confusion. Dès qu'on voit une accusation partir, alors on considère que le procès est fait de l'intéressé, et à l'aide de deux ou trois tweets, donc ces textes en moins de 140 signes, balancés sur Internet, on fait le procès avant le procès de tout un tas d'individus, créateurs, hommes et femmes politiques. Là, en ce moment, il y en a tous les jours avec les candidats de tous les bords qui se font attraper, pour certains pour des choses pour lesquelles ils ont été jugés, pour d'autres sur des choses complexes. Je ne vais pas prendre la défense de Jérôme Perra, député de La République En Marche, qu'on n'a finalement pas... que La République En Marche ne soutient plus et à qui il a été demandé de ne pas se représenter, dans une affaire très complexe, avec des violences conjugales sans doute, des choses de part et d'autre qui m'ont l'air bien complexes, mais bon, le résultat c'est que peu importe la nuance ou les nuances des décisions ou d'une affaire familiale complexe, il a été dégagé, et d'autres là sont, tout à l'heure j'ai un rendez-vous téléphonique avec une députée sortante qui est candidate à sa réélection, et qui se voit accusée dans la presse et surtout dans les réseaux sociaux depuis 2 ou 3 jours de choses pour lesquelles elle n'a pas été mise en cause pénalement, pas du tout judiciairement. Ça vient juste par un journal, elle n'est pas jugée, elle ne peut même pas se défendre puisqu'elle ne sait pas exactement de quoi on l'accuse. Ce sont des accusations anonymes colportées dans un journal régional et avec sur Internet déjà, regardez, elle est coupable de ceci et de cela, d'harcèlement, de prévarication et tout un tas de choses. Il y a donc cette façon de dépasser l'état de droit qui est extrêmement dangereux. Il y a évidemment aussi des choses qui n'ont rien à voir avec le droit, puisque c'est la morale qui prime beaucoup et qui s'en mêle, et dans laquelle on juge des gens, non pas en raison de quelque chose qui serait éventuellement jugeable par une institution judiciaire, par un tribunal, par des juges, en raison d'un texte de droit de la République, mais en raison de quelque chose qui serait moralement répréhensible. Et là, on tombe dans quelque chose qui est dramatique, puisque la morale, très sincèrement, chacun a la sienne. L'état de droit est partagé, nous avons des textes, s'ils ne nous plaisent pas, on peut voter pour de nouveaux représentants au Parlement en espérant qu'ils les changeront, etc., etc. On peut faire tout un tas de choses, mais la morale, très sincèrement, vous, moi, chacun d'entre nous ici a la sienne. Chacun a ses propres limites, chacun a son jugement personnel. Et heureusement que ce ne sont pas nos jugements personnels qui dictent le comportement général de la société. Sinon, c'est le retour à tout et n'importe quoi. Vous me pardonnerez. Et je suis toujours heureux qu'on soit justement, nous avons nos jugements personnels, nous avons nos propres points de vue. Ça fait partie d'une démocratie, ça fait partie du débat d'idées. Mais heureusement que le point de vue de l'un ne doit pas être imposé ou ne peut pas être imposé à tous si c'est un point de vue même partagé par un grand nombre. Il y a donc dans le mouvement de la cancel culture beaucoup de choses qui relèvent de la morale, beaucoup de choses qui relèvent de la rumeur, beaucoup évidemment de déformation d'une phrase tirée de son contexte, d'un cours sorti d'une phrase dans un cours d'un enseignant, sorti totalement d'un cours de 30 ou 40 heures, dans lesquels les gens racontent un phénomène historique, et dans lesquels on s'arrête ensuite en disant « il a dit que ». C'est un peu, vous me pardonnerez, malheureusement ce qui est arrivé à Samuel Paty, de façon légère, vous vous souvenez malheureusement de cet abominable drame, mais à l'origine on a quand même des parents et une gamine qui n'ont pas assisté au cours,
et qui spéculent sur ce qui aurait pu être dit par Samuel Paty à propos de Charlie Hebdo. Donc on est exactement pour en arriver à une sentence et une mise à mort, donc quelque chose d'extrêmement poussé et extrêmement violent, mais c'est le même phénomène qui s'applique. Les moyens qui sont mis à l'œuvre, évidemment, sont tous sauf des moyens de droit. C'est, vous l'avez compris, la violence physique, beaucoup, qui d'un seul coup s'abat sur quelqu'un qui est accusé, sans d'ailleurs, encore une fois, qu'il sache bien ce qu'on lui reproche parfois. C'est l'appel au boycott. Alors le boycott est autorisé en France, hein. Vous pouvez faire un appel au boycott, ce n'est pas pénalement répréhensible, mais l'appel au boycott général d'une personne à boycotter ses œuvres ne devrait pas être quelque chose d'imposé à tous, encore une fois. Vous pouvez choisir de boycotter un concert de Bertrand Cantat et de ne pas y aller. Vous pouvez choisir de boycotter un film de Polanski. Personne ne vous oblige, avec un pistolet sur la tempe, à aller voir tous les films de Polanski. Le boycott, ça ne va pas être confondu, le droit au boycott, avec l'interdiction générale décrétée par un groupe, soi-disant pour protéger l'ensemble de la société. Il y a évidemment l'intimidation par les réseaux sociaux, qui est, il ne faut pas se tromper, moi je suis un usager très fréquent et quotidien des réseaux sociaux. Je trouve que c'est un formidable moyen d'expression, de diffusion, de l'information, de la culture, de beaucoup de choses. C'est évidemment le revers de la médaille, c'est que tout et n'importe quoi peut y être dit. Et le pire, ça n'est pas les réseaux sociaux dans leur ensemble, c'est surtout Twitter, c'est-à-dire le réseau social de la haine, celui sur lequel les gens mettent des hashtags et puis des mots, des dièses, vous savez, avec tout un tas de choses sur la race, le sexisme. En France, d'ailleurs, c'est pas MeToo, c'est Balance ton porc, c'est tout dire. Donc sur le travestissement qui est fait d'idéaux au début tout à fait important, hein, la lutte contre les violences faites aux femmes, le sexisme, mais qu'il y a une grande nuance entre la lutte contre le sexisme et le terme « je balance ton porc », qui moi me semble là sortir, on va dire, de l'état de droit ou des moyens normaux de lutte contre des fléaux. Il y a évidemment les pétitions en ligne aussi, qui sont faites et dans lesquelles des gens cliquent, on leur envoie un lien de change.org en leur disant cliquez là, et si vous ne lisez pas de façon détaillée, si vous n'allez pas faire des recherches pour regarder de quoi il s'agit, évidemment on vous dit c'est pour lutter contre un raciste, un machin, et des gens ont tendance à cliquer, et ensuite on se retrouve avec 150 000 pétitionnaires qui pour très peu connaissent de ce dont il s'agit, et quelqu'un qui se retrouve après systématiquement déprogrammé parce qu'une pétition en ligne l'accuse des pires mots sans qu'il ait pu s'en défendre. Il y a derrière un mouvement plus large qui va jusqu'à supprimer, à demander à ce que des institutions publiques, des collectivités publiques suppriment des subventions, à ce que les entreprises ne mécènent plus des artistes, des lieux de spectacle, des lieux de culture. C'est donc un phénomène qui a une portée physique extrêmement difficile, mais également une portée financière. Hein. La censure par l'argent est le meilleur moyen d'attaquer la culture. La culture n'a jamais rapporté beaucoup, hein, vous le savez. Et pour maintenir des manifestations, je regarde la météo avec un œil inquiet, hein, mais c'est vous qui êtes sous le... Sinon on se regroupe tous ici, hein, on fait un mini cluster, mais on ne sera pas mouillé. Vous me dites, hein. Quand je vous verrai bien ruisselant, vous me faites signe. Donc il y a l'appel à la suppression des subventions publiques et au soutien des institutions, qui est quelque chose d'abominablement détestable, véritablement, et on se retrouve avec des choses vraiment inimaginables. Il y a des appels à la démission qui sont tellement forts qu'il est très difficile d'y résister pour ceux qui sont désignés. Hein, des gens qui pensent qu'il faudrait attendre éventuellement qu'ils soient jugés ou qu'ils aient pu se défendre et à qui on dit démissionne, démissionne, démissionne et qui finissent par craquer parce qu'encore une fois la démission n'est pas seulement un appel à la démission, c'est des menaces physiques, c'est des appels anonymes, c'est des dingues qui viennent avec des flacons d'urine, qui vous envoient des petits cercueils, enfin bref c'est des choses qui évidemment vous poussent à démissionner, ce qui fait qu'à la fin la démission est interprétée comme un aveu de culpabilité ou comme le fait que vous avez forcément quelque chose à vous reprocher. Et donc là, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que si vous avez démissionné, c'est qu'il n'y avait pas de fumée sans feu, et donc vous prêtez le flanc immédiatement à de nouvelles accusations, etc. Moi, j'ai pas mal de clients et de clientes qui peuvent être dans des tourments divers et variés, je leur dis toujours, ne démissionne pas. Donc, se couper des réseaux sociaux, je vais gérer moi, mais ne pas démissionner, parce que là, c'est offrir d'emblée à nos adversaires ce qu'ils veulent, sans même qu'il y ait un débat contradictoire, sans même qu'on puisse examiner les choses. Mais c'est très difficile hein, de résister à cette stigmatisation générale. Et puis, comme les gens ont très peur au-dessus, ils vous poussent à démissionner.
ceux qui siègent avec vous, ceux qui ont peur de tout et qui craignent la contamination pour leur propre réputation, tout de suite vous disent il faut démissionner du groupe, il faut quitter ton poste, il faut, en dépit des convictions qu'ils peuvent avoir sur l'état de droit, la présomption d'innocence. Et ça, c'est la nature humaine qui fait qu'il y a, évidemment, les amis peuvent se révéler très lâches ou très pousseurs, on va dire, même à des catastrophes. Les pétitions en ligne, j'en ai déjà parlé. La mise au pilori, évidemment, par des journalistes. Je crois que quand j'ai débuté comme avocat, il y a 30 ans, mes ennemis principaux, c'était, pour faire très simple, l'extrême droite, et puis aussi quelques nervis d'extrême gauche. Mais également, les camps étaient assez bien répartis, c'est-à-dire que moi, je défendais des citoyens et des journaux qui étaient dans un spectre que je considère être la République, c'est-à-dire de gens normaux, hein. Alors, on va dire de ce qui pourrait être appelé aujourd'hui les républicains, jusqu'à, je n'irai pas jusqu'à Mélenchon aujourd'hui, justement, mais jusqu'à des gens normaux dans le spectre gauche-droite, etc. Et mes ennemis étaient les intégristes catholiques complètement cinglés. J'ai plaidé contre un d'entre eux il y a 2 jours, c'est toujours qui m'a fait un cours sur l'avortement à la barre, qui était ahurissant. Le tribunal l'a regardé en pensant qu'on avait affaire à un dingue, comme aux États-Unis, on en voit capable d'aller tuer des médecins au motif qu'ils aident des femmes dans des situations très compliquées. Il y avait donc, il y a donc des journalistes que moi je ne poursuivais pas il y a très longtemps et qui sont devenus aujourd'hui les principaux porteurs ou zélés militants de la cancel culture. C'est surtout Mediapart et Louis Plenel qui se fait fort de faire le procès, sans procès, de la plupart des individus ou des hommes ou femmes politiques qu'il ne peut pas supporter, qui ne sont pas dans son camp. Son camp étant aujourd'hui celui du Burkini et celui d'Éric Piolle de la mairie de Grenoble. Et donc c'est le journal, moi, avec lequel j'ai le plus bail à partir, puisque c'est le journal qui cloue au pilori en moins de 2 minutes un élu, sans qu'il y ait de débat contradictoire, et qui entraîne derrière, évidemment, comme il y a un papier de Mediapart, le reste de la presse suit par réaction, sans avoir fait d'enquête, et ensuite le tweet se déclenche en disant mais il y a un article de Mediapart contre lui, donc c'est que c'est vrai. La difficulté en plus, c'est que Mediapart c'est un contenu payant, il faut s'abonner, donc la plupart des gens qui colportent ce qui est rapporté sur Mediapart n'ont accès qu'à la petite partie gratuite des quelques lignes du début de l'article, qui dit suspicion de corruption, etc. Et éventuellement l'article dit à la fin qu'il n'y a pas de preuve, mais cette partie-là, elle est payante. Donc Internet, en revanche, réagit à la première partie de l'article, qui est la partie accrocheuse, hein, pour que vous ayez envie de lire l'article, même s'il est très déceptif à la fin, et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de preuve, que personne n'a été condamné, que c'est loin d'être aussi évident que ça. Mais sur Internet et sur Twitter, vous avez la reprise du truc en disant « Mediapart dit que », sans qu'on ait pour autant ni évidemment eu la réponse de l'intéressé, ni lu même l'article en entier. Et puis il y a un phénomène dans Mediapart qui ne lasse pas de m'étonner, avec des gens qui notamment disent Mediapart a recueilli le témoignage de 40 personnes qui disent que. Alors, généralement, les techniques de Mediapart, elles sont assez simples, de Fabrice Arfi et Louis Plenel. Ils comptent tous les gens qu'ils ont eu au téléphone pour joindre quelqu'un. Ils cherchent à vous joindre madame et je tombe sur votre mari. Donc ça fait une personne que j'ai contactée. Ensuite, il passe votre fille parce que vous êtes parti faire autre chose et il ne sait pas de quoi on parle, il pense qu'elle est au courant. Donc ça fait 2 personnes. Je finis par vous avoir, vous me rapprochez au nez, mais ça fait 3. Donc il y a marqué 30 personnes ont été contactées par Mediapart, 12 personnes ont été contactées. Donc le standardiste, l'assistant, la personne qui a décroché le téléphone par hasard, etc., etc. Et donc très vite, vous avez l'impression d'une enquête extrêmement construite et à charge. Elle est à charge, ça c'est évident. Et puis des choses qui en réalité sont beaucoup moins évidentes. Même travers aujourd'hui dans Libération, de plus en plus, un journal qui a toujours été assez partisan, mais qui là est devenu assez délirant, avec des unes à n'en plus finir, sur des affaires MeToo, dont on apprend 1 an ou 2 ans plus tard que finalement l'intéressé, homme ou femme, finalement n'était pas coupable. Vous savez, la vieille histoire hein, que vous pouvez tous méditer, que vous connaissez tous, c'est Dominique Baudis, dans l'histoire Patrice Allègre. Hein. Des accusations à l'époque par une presse délirante et vraiment en délire, dont Le Monde. Et puis ensuite, des accusations donc d'avoir des liens avec un serial killer, d'avoir abattu des prostituées, des choses extrêmement graves. Un Dominique Baudis qui croit pouvoir se défendre en allant au journal de 20h de TF1. Et comme il est homme de télévision pourtant habitué à l'exercice, tellement inquiet des accusations portées contre lui, tellement angoissé pour sa famille qu'il sue à grosses gouttes. Et donc cela devient un indice de culpabilité. S'il transpire, c'est qu'il est coupable. Et la machine délirante a été encore pire que ce qu'elle était déjà au départ. Et puis quand l'affaire finalement
se dégonfle et que Dominique Baudis, on s'aperçoit qu'elle n'a aucun lien de près ou de loin avec Patrice Allègre, avec les prostituées tuées, etc., etc., alors Le Monde ne fera même pas 2 lignes pour dire que c'est terminé, après avoir fait des pages et des pages, 56 unes hein, sur Dominique Baudis, pour terminer par 2 lignes au détour d'un article pour dire que la presse n'a pas été juste avec lui, sans dire que le journal dans lequel il y a ces mots fait partie de la presse qui a été à charge. Donc, Mediapart, Libération beaucoup, Le Monde de plus en plus. Voilà. En tout cas, dans la partie qui concerne les affaires MeToo, vous avez par exemple notamment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime qui s'appelle Pierre Joxe, qui a été ministre, comme vous le savez, de gouvernement socialiste, qui est devenu avocat bénévole après sa retraite comme homme politique, notamment auprès de salariés licenciés, puis auprès des juges pour enfants pour défendre les mineurs, à titre bénévole. Il a rejoint le barreau il y a 5 ans, 6 ans, dans un dévouement altruiste absolument admirable. Et comme vous le savez peut-être, Pierre Joxe a été accusé par la fille d'Éric Besson, qui était, vous vous souvenez, le type de gauche qui avait rallié Sarkozy, peu importe, pour un poste pour un Marocain. Et sa fille a accusé d'un seul coup Pierre Joxe de l'avoir tripoté ou de l'avoir agressé sexuellement à l'Opéra Bastille un soir. Pierre Joxe se retrouve avec cette accusation qui sort de nulle part et réussira à démontrer devant le tribunal qu'il ne s'agit pas du même chose, parce que cette jeune femme raconte qu'elle s'est assise à côté de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, qu'il l'a tripoté, etc. La difficulté, c'est qu'ils n'étaient pas au même opéra, ce qu'on découvrira par la suite, hein, notamment parce que l'un était voir Wagner, etc., sans entracte, et ainsi de suite. L'autre était là au moment de l'entracte, elle raconte qu'il y avait un entracte et que c'est pas après l'entracte. Or, c'était pas le même jour, on a les réservations, on a les tickets, on a tout, etc. Donc, elle s'est trompée, ça n'est pas la même personne. Mais ça a suffi au Monde pour faire des pages et des pages sur Pierre Joxe jusqu'à la veille du procès qu'il faisait en diffamation, en lui sortant encore une autre affaire supplémentaire en disant que depuis la mort de sa femme, il a 80 ans et des poussières, veuf depuis 2 ans, désormais il s'en prenait à l'ancienne femme de ménage qu'il harcelait sexuellement, soudainement, pour combler ses désirs. Enfin, on était en plein délire, évidemment. La difficulté, c'est qu'il y a eu des pages et des pages, et que quand Pierre Joxe a gagné devant le tribunal en diffamation, le même journal n'en a pas fait état dans la version papier. Ils ont eu la demi-honnêteté de publier 3 lignes sur la version en ligne, mais les lecteurs du journal papier qui avaient suivi le façon Pierre Joxe n'ont jamais su que le journal avait tort. Voilà. Donc ça, ce sont des phénomènes, et évidemment Pierre Joxe s'est retrouvé banni à un moment des institutions de protection des enfants, pour lesquels il était bénévole mineur, au motif qu'il serait un agresseur d'une jeune femme dans un opéra Bastille. Enfin, vous voyez, donc des histoires dans lesquelles ensuite quelqu'un est banni publiquement de toute activité qu'il veut faire, son nom étant voué aux gémonies, des gens ayant écrit à la grande chancellerie de la Légion d'honneur pour lui voir retirer ses décorations. Enfin, on est dans voilà, un serviteur de la République jeté au banc. Il y a évidemment avec ça des phénomènes, il n'y a pas que la presse participe, hein, les réseaux sociaux, et puis des phénomènes d'auto-justice qui se traduisent souvent par des livres. C'est évidemment celui de Vanessa Springora, que je n'ai pas attaqué, hein, comme avocate Gabrielle Baznev, et qui a le droit de s'exprimer, et qui était plutôt retenu, mais c'est celui de Sarah Abitbol, la patineuse, c'est-à-dire de gens qui ne choisissent pas le terrain judiciaire, mais choisissent le terrain de la plume, avec éventuellement une ou deux précautions de langage, mais à la fin tout le monde traduit en disant mais c'est X ou Y, et pas de débat contradictoire, des gens qui ne sont pas poursuivis devant un juge, donc ne peuvent pas se défendre, parce que se défendre contre un livre c'est compliqué, etc. Et des phénomènes d'auto, comme ça, emportement. Vous avez la même chose avec ces actrices qui avaient décidé de prendre la parole sans porter plainte. Donc ce qui est absolument redoutable pour les gens qui sont accusés, puisqu'ils se retrouvent avec des accusations contre lesquelles ils ne peuvent pas se défendre, parce que se défendre sur Twitter, c'est très difficile, hein, face au flot des gens qui retweetent dans tous les sens. Je vous raconte juste une histoire, parce que j'ai vécu quand Balance ton port, le hashtag arrive en France. C'est peu de temps après l'affaire Weinstein et après le lancement du hashtag sur Twitter de MeToo aux États-Unis. Et le jour où le hashtag Balance ton port sort, par une dame qui s'appelle Sandra Muller, qui s'en prend à un producteur de télévision qui s'appelle Éric Drillon. Moi, le même jour, j'ai un de mes clients qui est un journaliste extrêmement connu dans une chaîne de télévision très importante, qui m'appelle en catastrophe, c'était un dimanche matin, je m'en souviens très bien, et il m'appelle en catastrophe à midi, et il me dit, tu as vu ce truc sur Internet là? Je lui dis, oui, je vois ça depuis tout à l'heure, ça s'appelle Balance ton port, des tas de gens prennent la figure de nulle part, et il me dit, ben, regarde sur moi, il y a une fille
que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui dit que j'ai tenté de l'agresser, que je l'ai violée il y a 10 ans. Et je lui dis, bon, c'est une ânerie. Il me dit, oui, le problème, c'est que l'ânerie, elle est retweetée par 1000 personnes, dont Caroline de Haas, qui est une militante, qui a beaucoup de gens qui la suivent sur les réseaux sociaux. Donc, je lui dis, mais d'où sort-elle? La connais-tu? Il me dit, je suis avec ma femme, depuis tout à l'heure, on regarde, on essaie de voir, parce qu'il y a une petite photo sur Twitter, et puis il y a un pseudonyme, donc c'est compliqué. Il me dit, je ne sais aucune idée de qui c'est. Et puis, il me dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je lui dis, je vais écrire à Twitter tout de suite, mais Twitter, c'est une machine folle qui dit qu'ils répondent qu'au droit américain et pas au droit français. Enfin, c'est des dingues et des abrutis, jusqu'au boutiste. Je lui dis, je fais ce que je peux, mais on va bien voir. J'écris à Twitter, puis il me rappelle, il me dit, ma femme dit que c'est a priori une dame qui était peut-être dans la même salle de restaurant où on était hier, parce qu'hier, c'était nos 25 ans de mariage. Et donc, j'ai invité ma femme au restaurant. Et on voulait être tranquille, et j'ai refusé de faire des selfies ou des photos avec des gens qui m'ont reconnu dans le restaurant. Et ma femme, qui était plus en train de regarder les gens, moi je disais non, je me pardonnerai, je suis avec ma femme. Et elle me dit que la fille qui est sur Twitter était au bout de la salle et a demandé à faire une photo qu'on lui a refusée. Et donc, cette dame se venge du fait de lui avoir refusé une photo ou un selfie un samedi soir dans un restaurant avec un présentateur télé visiblement auquel elle avait envie de dire bonjour, en l'accusant de viol. Notre coup de bol, c'est qu'une heure plus tard, comme je suis le fil sur Twitter de tout ça et l'amplification du chose, une heure plus tard, elle dit « Mon prof de sport m'a violé il y a 20 ans ». Et puis après, elle dit, encore 3/4 d'heure plus tard, « Mon voisin de palier m'a violé l'année dernière ». Et là, Twitter a coupé, Twitter a supprimé ses posts et ses tweets, s'apercevant qu'il y avait un problème et qu'elle commençait à accuser dans tous les sens. Et même si Twitter est un organe délirant qui sait beaucoup de choses, de temps en temps, ils s'aperçoivent qu'il y a vraiment un problème de ce qu'on appelait des fake news ou des choses étaient problématiques, ils l'ont débranché. Mais entre-temps, moi, mon client était en train de me dire, est-ce que je peux aller à l'antenne demain? Je vais faire une annonce comme quoi je suis malade, parce qu'ils disent ça va être abominable, je vais m'en prendre plein la figure. Et heureusement, tout s'est dégonflé en 3-4 heures, puisque les tweets supprimés, les retweets n'avaient plus d'objet, c'est-à-dire les gens qui avaient reposté en relayant l'information, et tout est tombé dans l'ordre. Et même Caroline de Haas a fini par supprimer son propre tweet, s'apercevant qu'elle avait cautionné une dingue en moins de 2 heures, qui accusait la totalité des gens qu'elle avait croisés de près ou de loin dans sa vie, les connaissant peut-être pas, ou peut-être plus, j'en sais rien, de viol en moins de 2 heures. Voilà comment marchent, si je puis me permettre, des phénomènes de cancel culture, alors très rapides ou plus longs. Et comment des gens pensent se faire justice, ce qui est un nouveau phénomène, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Les nouveaux justiciers », parce qu'ils ont accès à des moyens d'expression qui vont du tweet jusqu'à après des maisons d'édition qui sont à l'affût de n'importe quel scandale ou ragot et sont prêtes à y aller en sachant qu'a priori, si vous faites un procès à un livre qui est totalement faux contre vous, vous gagnerez peut-être, mais 2 ou 3 ans plus tard, c'est-à-dire bien trop tard, et que votre carrière entre-temps, elle sera totalement défaite. Et puis vous gagnerez éventuellement le droit d'avoir un procès dans lequel tous les dingues que vous poursuivez viennent à la barre et font avec des témoignages de plus en plus délirants, parce qu'il y a une immunité quand vous êtes à la barre et que vous racontez, vous témoignez en disant tout et n'importe quoi, vous ne pouvez pas poursuivre en diffamation et toute la presse suit avec gourmandise et raconte le procès que vous faites, mais à l'envers, donc ça devient votre propre procès. Ce qu'on appelle l'effet Streisand dans mon jargon, du nom d'une affaire américaine célèbre où la plaignante s'est retrouvée mise en jugement, comme les femmes qui portent plainte pour viol se retrouvent ensuite avec leur vie sexuelle découpée, disséquée dans tous les sens, en disant « Vous avez eu le malheur d'avoir une relation sexuelle consentie, oui, c'est autorisé en France, heureusement que les femmes ont le droit de disposer de leur propre corps, mais c'est le procès à l'envers. » Voilà. Avec des choses extrêmement violentes. Donc, des éditeurs prêts à publier les livres en sachant que le risque est minime, puisque vous ne faites pas un procès 3 ans, qui aura lieu 3 ans plus tard, c'est trop tard, et parce que par ailleurs dans l'édition il n'y a pas la possibilité d'envoyer des droits de réponse et qu'ils soient publiés dans le livre, donc c'est plein de choses absolument insensées. Vous en connaissez des phénomènes. Il y avait quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Marcella Yacoub, qui avait fait un livre sur Dominique Strauss-Kahn. Alors Dominique Strauss-Kahn a sans doute eu plein d'histoires féminines, très sincèrement, et elle avait eu visiblement une relation avec Dominique Strauss-Kahn, mais elle avait fait un livre qui s'appelait je ne sais plus quoi, Le Port, chez Stock, qui était sorti dans une espèce de truc sans vérification, sans rien. Dominique Strauss-Kahn lui avait fait un procès immédiatement, a obtenu l'insertion d'un communiqué à l'intérieur, mais le mal évidemment a été fait. Bon, je ne vais pas défendre la cause de Dominique Strauss-Kahn qui est compliquée, donc je ne suis pas l'avocat, mais peu m'importe, ce qui m'intéresse c'est que les gens soient stigmatisés éventuellement pour ce pourquoi ils ont commis quelque chose et pas ceux qu'on leur prête parce que des accusations sortent de tous les côtés. La difficulté évidemment de tout cela aussi, c'est
qu'on appelle des gens à se désolidariser en amitié ou en relation professionnelle, c'est-à-dire la cancel culture, ça consiste à attraper donc Christophe Girard en disant « mais vous avez déjeuné avec » et à attraper tous les gens qui de loin ont croisé la vie de celui qui est l'objet de la vindicte ou de la croisade, comme s'il y avait quelque chose de répréhensible à serrer la main de quelqu'un, à l'avoir croisé dans une manifestation, à avoir partagé un repas en tête-à-tête ou collectif, qui ne me semble pas une chose interdite, etc., etc. Il y a évidemment dans ces phénomènes une privatisation de la censure et de la justice, par des gens qui pensent que, comme au Far West, il faut se faire justice soi-même. Ce sont des phénomènes assez inquiétants, dans lesquels, évidemment, c'est le tribunal des tweets. Je l'ai déjà dit, c'est la fin de la présomption d'innocence et l'instauration d'une présomption de culpabilité. Il y a eu un phénomène intéressant, vous avez peut-être vu comme moi, il y a un mois, il y a eu une querelle très importante dans un groupe qui s'appelle 50-50, qui est le groupe des femmes cinéastes du milieu du cinéma qui luttent contre le sexisme au cinéma. C'est là-dedans qu'il y a Céline Sciamma, Adèle Haenel, tout un tas de gens. Et il y a un mois, elles ont fait une espèce de fête, et qui visiblement, il y a eu un incident pendant la fête. Une productrice mariée par ailleurs, visiblement avec un petit coup dans l'aile, a eu un geste plus ou moins déplacé, on n'en saura rien, sur une des jeunes femmes qui était là. Et donc la jeune femme, le lendemain, a dit qu'elle avait été agressée sexuellement pendant une fête avec 50 personnes devant 48 témoins. Et le groupe a dit, la moitié du groupe a dit mais non, on était là, ça n'est pas possible, et puis elle doit pouvoir se défendre et répondre du fait qu'il était peut-être un peu éméché, elle a peut-être fait quelque chose d'un peu maladroit, mais elle n'a jamais voulu agresser sexuellement. Et l'autre moitié du groupe a dit ah non, c'est pas possible parce que nous sommes pour la présomption de culpabilité, donc on doit croire celle qui dit qu'elle a été agressée, toutes les deux ayant été totalement bourrées le soir même, on doit croire automatiquement celle qui accuse. Donc on est, vous voyez, dans un renversement complet de ce qu'est l'état de droit, des principes de base et même des principes de bon sens, et leur groupe a explosé et s'est autodissous la semaine dernière, puisqu'elles n'arrivent pas à se mettre d'accord elles se voient d'un seul coup, certaines défendent des méthodes qu'elles prêtaient aux gens qu'elles accusent, enfin c'est le monde à l'envers, et elles se retrouvent elles-mêmes aux prises avec le même phénomène que ceux qu'elles déclenchent habituellement, c'est-à-dire des croisades et des anathèmes sur éventuellement des gestes maladroits, un malentendu, une soirée où tout le monde est ivre et personne ne sait exactement ce qui s'est passé, et à la fin, très sincèrement, des faits qui, même s'ils ont existé, ne sont quand même pas d'une gravité extrême, puisque quand on regarde attentivement de quoi il s'agit, l'accusatrice dit « oui, elle m'a mis la main sur l'épaule et se dirigeait vers ma poitrine ». Donc, alors je ne vais pas faire l'apologie du fait de toucher les gens sans leur accord, mais il y a une petite nuance entre, on va dire, ce qu'on appelle un viol, et puis des agressions sexuelles caractérisées, et puis des gestes qui sont peut-être une atteinte à l'intégrité physique, mais qui ne me semblent pas de la même portée que ce que peuvent subir des femmes qui sont agressées sexuellement ou qui sont victimes de violences, etc. etc. Et Dieu sait, ou plutôt la République sait, à quel point il y en a suffisamment. Il y a là quelque chose aussi sans doute à revoir. Moi, je suis toujours sceptique parce que comme je fais du droit et que je suis avocat, je sais ce que c'est que les accusations et les qualifications. L'agression sexuelle, ça démarre au simple fait de mettre les mains dans les cheveux. Donc ça va très vite. Quand vous voyez quelqu'un est accusé d'agression sexuelle, moi j'attends toujours de voir quels sont les gestes dont on parle. Et donc ça va de la vraie agression sexuelle, c'est-à-dire de quelque chose vraiment sexuel où on mettrait la main dans les arcades génitaux, etc. Mais le simple fait de passer la main dans les cheveux est désormais qualifié d'agression sexuelle. Et donc des tas de choses, le viol étant aussi quelque chose de très complexe, dont la définition a été assez élargie, puisque c'est la simple pénétration d'un orifice par quelque chose, et ça peut être simplement le fait de mettre un stylo à la bouche, est un viol juridiquement. Donc il y a toujours, quand je vois des accusations de viol, j'attends toujours de regarder de quels faits on parle, et s'il s'agit de faits de pénétration sexuelle ou de choses qui n'ont pas grand-chose à voir, mais qui sont qualifiées parce qu'il y a quelqu'un a mis un stylo ici dans le début d'une oreille, parce que des trucs qui n'ont pas grand-chose à voir avec la sexualité sont tombés, sont qualifiés, orifice, pénétration, et des choses absolument ahurissantes. Il y a évidemment aussi des choses qui, moi, m'intéressent beaucoup, dont on peut débattre, mais sur la prescription. Des attaques contre la prescription qui n'est pas un système, c'est un système compliqué qu'il faut comprendre. Je ne vais pas faire un cours cet après-midi sur la prescription, mais la prescription, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un des décennies plus tard un certain nombre d'actes ou d'agissements, qu'ils aient eu lieu ou pas. D'où ça vient? Ça vient de la République romaine et de l'état de droit. Ça vient du fait qu'il est très difficile d'avoir une parole fiable des décennies plus tard.
C'est-à-dire de savoir quel est véritablement... On le sait déjà sur des accidents de la route, on a des témoignages très différents. Vous faites témoigner les gens sur qui a franchi le truc, vous avez 3 témoignages différents. On le voit ça régulièrement dans des affaires très simples, hein, où les gens disent la voiture était rouge alors qu'elle était verte, elle est arrivée de la droite, elle venait de la gauche, et vous avez 3 versions sur un truc qui s'est passé pourtant 2 jours avant. Hein. Et évidemment, 30 ans plus tard, savoir exactement ce qui s'est passé avec des gens qui par ailleurs s'auto-convainquent de ce qu'ils ont dit à un moment ou d'une accusation, c'est très difficile. La nature humaine fait qu'on se convainc nous-mêmes, hein, parfois d'avoir vécu quelque chose ou d'une accusation. C'est une chose très ancienne qui est très bien dite par Marcel Proust. Hein. Dans La recherche du temps perdu, il y a un volume assez loin qui s'appelle Baalbek, que moi j'aime beaucoup. Il y a une jeune femme dont les fiançailles sont rompues, et pour pouvoir sauver la face, comme on dirait, son honneur ou sa réputation, parce que les fiançailles rompues sur tout un tas de malentendus entre les 2 familles, elle finit par dire, par inventer le fait que son futur ou son promis aurait devancé la nuit de noces ou voulu tenter de devancer la nuit de noces. Et donc elle l'accuse de l'avoir agressé sexuellement, pour faire simple, en sachant que ce qu'elle raconte est faux. Hein. Et Proust raconte très bien le cheminement de sa pensée, puisqu'elle s'auto-convainc de cette histoire pour avoir un justificatif et pouvoir dire en ville que non, ça a été rompu en raison de son comportement à lui et non pas d'autres circonstances qui peuvent être l'argent, les relations sociales, les liens entre les 2 familles. Et Proust finit par dire que si elle avait dû aller devant un tribunal en témoigner, elle en aurait juré, tellement elle s'était auto-convaincue de son histoire. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse aussi les souvenirs reconstitués, c'est-à-dire des choses dont... Et puis c'est des choses, vous finissez par ne plus savoir hein, que vous mentez. Vous finissez par... voilà. Donc la prescription, qu'est-ce que c'est? C'est une chose qui met à distance ce sur quoi il est impossible d'avoir une parole fiable. Ça n'est pas la volonté de rendre impunis ou de laisser impunis des gens, c'est simplement qu'il y a des choses sur lesquelles c'est très difficile. Quant au témoignage, au nombre de témoins, la difficulté en plus, c'est que beaucoup de ces affaires sur lesquelles on parle de prescription, etc., sont des affaires de mœurs dans lesquelles ce sont des tête-à-tête, des choses vraiment sans témoins, dans lesquelles il y a 2 paroles. C'est très difficile d'en faire la part, et donc on se retrouve avec l'impossibilité de savoir ce qu'il s'est passé il y a 25 ans, il y a 30 ans. Ce n'est pas la volonté de protéger les coupables, c'est des mécanismes qui ont été créés par la société et qui sont toujours en vigueur parce que c'est la seule façon d'arriver à un embryon de paix sociale. Il n'y reste que des rancœurs. C'était fait aussi avec tout un tas de choses dans la République romaine que les réseaux sociaux ont rattrapé, mais qui était l'éloignement, la possibilité, donc les gens déménageaient, et puis l'affaire n'était plus jugeable parce que ça ne posait plus de troubles. Les gens ne se croisaient plus, ils avaient pris dans des distances géographiques, il était impossible. La difficulté aujourd'hui de ceux qui voudraient en finir avec la prescription, ils disent oui mais regardez sur les réseaux sociaux on le voit, oui mais enfin personne ne vous oblige encore une fois à le fréquenter, à le voir, etc. Des choses très complexes mais qui font partie d'une remise en cause d'un état de droit. Moi je ne suis pas contre le fait qu'on discute des délais de prescription, des années, du type de crime, mais on ne peut pas le faire avant le Parlement ou en se débarrassant de ce qu'est l'état de droit, les textes de loi, on peut demander leur révision, etc. Mais pour l'instant on ne peut pas en faire litière. Il y a des choses qui doivent l'emporter. Les questions de morale et de droit, j'en ai parlé tout à l'heure. Évidemment, il y a aussi, comme je l'ai évoqué, tous ces phénomènes dans lesquels les accusations et les dégâts de la cancel culture sont d'autant plus importants que la réparation est quasi impossible. Vous êtes accusé, vous êtes pris dans un maelstrom, et quand bien même vous êtes blanchi 1, 2, 3 ans plus tard, il n'y a plus l'embryon d'une suspicion. Ce qu'il va rester sur Google à propos de vous, quand on cherche votre nom, c'est les accusations, et non pas la rectification. Et même sur Wikipédia, où il y a éventuellement la page d'une personnalité, ça commence par controverse ou démêlés judiciaires, et éventuellement ça se termine par il a été jugé, il a été relaxé, ou elle a bénéficié d'un classement sans suite, etc. Mais il y a quand même toute l'histoire racontée, donc qui est une impossibilité d'avoir un droit à l'oubli, en quelque sorte, d'une affaire dans laquelle vous êtes sorti innocent. Un de mes bonnes relations s'appelle Ibrahim Mahalouf, c'est un trompettiste d'origine libanaise, très talentueux et assez connu, je pense, qui a eu des démêlés en justice avec une groupie, une jeune femme majeure qui est venue à la sortie d'un de ses concerts et avec laquelle il a eu une relation sexuelle. Hein. Donc, comme c'est un phénomène, on va dire, assez connu de ce que s'appelle les groupies, je ne vais pas vous inventer l'histoire des Beatles ou des Rolling Stones, vous avez tous à peu près une idée de ce que peut d'Elvis Presley, dont on reparle ces jours-ci. Vous voyez ce que c'est les groupies, hommes ou femmes qui se présentent à la fin d'un concert, qui sont prêts à tout pour coucher avec leur star, leur rockstar, etc. Peu importe.
Ibrahim Mahalouf a le malheur d'avoir une relation sexuelle avec, pas le malheur, c'est a priori des adultes consentants, majeurs, vaccinés. Elle est fan, mais le fait d'être femme n'est pas un phénomène d'emprise. Hein. Le fait d'aimer un artiste n'est pas une emprise ou n'est pas une... etc. Mais évidemment, Ibrahim Mahalouf ayant une vie par ailleurs familiale ou conjugale ou amoureuse, autre, fait que l'heureux élu d'un soir, si je puis me permettre, qu'il n'a pas choisi mais qui s'est présenté, ne bénéficie pas évidemment après d'une proposition de mariage. Ou en tout cas, voilà. Et évidemment, quelques jours plus tard, méthode moderne pour se venger d'un dépit amoureux ou d'un dépit ou d'un manque d'affection, entre guillemets, de la part de quelqu'un auprès de quel vous avez pu être important pendant quelques minutes, voire une nuit, évidemment, elle dépose plainte en disant « j'ai été violée ». Ibrahim Mahalouf a été condamné pour agression sexuelle et non pas pour viol, c'est-à-dire qu'ils ont couché ensemble, mais les juges, en première instance, ont voulu faire une demi-peine en disant « oui, mais il aurait pu quand même faire attention parce qu'il est âgé de 3 ans de plus qu'elle ». Très bien, ils sont tous les deux majeurs vaccinés, donc quand même on est dans un truc, qu'est-ce qu'on devrait dire sur les Macron et donc, on a dit oui, il aurait pu faire plus attention, c'est-à-dire en gros donc l'interdiction de coucher avec qui que ce soit, comme si l'infidélité, pardonnez-moi, la restauration du péché d'adultère dans le droit pénal et civil contemporain. Et il est venu voir parce que c'est son oncle Amin Mahalouf, qui est un de mes amis, l'écrivain académicien français, et en me disant, c'est pas toi qui vas le défendre parce que tu défends pas mal de gens pour déjà des trucs, donc ça va pas le... Mais je voulais trouver une bonne avocate pour changer de celui qu'il avait défendu en première instance, et il a gagné en appel. Il avait toute accusation, et la jeune femme a reconnu qu'il n'y avait jamais eu de violence physique, et qu'effectivement, elle était très déçue qu'il ne lui ait pas proposé la bague au doigt ou continuer une histoire 3 jours plus tard, quand elle l'a rappelé, et ainsi de suite, et qu'elle a compris que ça n'était que l'histoire d'un soir. Et donc il gagne, et à son grand désarroi évidemment, puisqu'il a gagné en juillet 2020, il y a eu très peu d'écho de sa victoire. Et ce qui reste, en attendant, tous ces concerts avaient été déprogrammés, on était avant la pandémie, hein, lors de la première condamnation, lors de la première des accusations, les concerts avaient été déprogrammés. Toutes ces tournées ont été annulées avant la pandémie en raison de cette histoire. Il a été déprogrammé par France Télévisions qui l'adulait sans difficulté. Donc une carrière complète d'artiste mise par terre. Et évidemment, quand il gagne, il a fallu faire une campagne dont je me suis occupé de 6 mois pour recontacter les organismes de télévision, de radio, les salles de concert, les tourneurs, en mettant copie de la décision pour dire que peut-être, quand quelqu'un a gagné et que visiblement les accusations étaient fausses, il a peut-être le droit de retourner sur scène, peut-être le droit de pouvoir jouer de la trompette, etc., sans qu'on continue à l'ostraciser. Il a fait une interview que j'ai trouvée très bien dans l'Express. J'ai obtenu des gens de l'Express sont prêts à t'ouvrir leur page pour que tu racontes ce que tu as subi, parce que notamment le traitement par la presse qui, encore une fois, s'était lâché contre lui, de la totalité des gens qui devaient accueillir ces concerts qui se sont, et qui évidemment ensuite ont dit « ah bon, il a gagné, mais je ne suis pas au courant », etc., etc. Donc un phénomène général de journalistes incapables de faire leur autocritique ou même de relayer de façon, on va dire, équitable l'information, et puis des dégâts donc extrêmement importants. Aujourd'hui, il fait à nouveau des concerts, il va bien, mais néanmoins, il y a encore toujours sur Google, sur Internet, et il y a des gens qui sont convaincus qu'il était quand même coupable, et qui s'en est sorti par une espèce de complot, je sais pas quoi, libano quelque chose, qui aurait les mains sur la justice, enfin bref, on est en plein délire complotisme, mais ça c'est l'air du temps. Voilà. Donc les dégâts sont extrêmement importants parce qu'ils vont comme ça toucher la totalité des activités. Le problème c'est qu'aujourd'hui ça ne touche plus, ça ne touche pas que des stars ou des vedettes de la musique, des arts plastiques ou de la littérature, ça concerne tout un tas de citoyens, des chefs d'entreprise, des gens, des fonctionnaires, des profs, des instituteurs qui se voient accusés en moins de 2 minutes. Et comme les réseaux sociaux sont des phénomènes d'amplification extraordinaires, des communautés se créent sur Facebook pour dire telle personne à tel endroit. C'est ce qu'on connaissait dans les pays anglo-saxons où on affichait, vous savez, le portrait des gens qui avaient été condamnés ou éventuellement suspectés de pédophilie ou de je ne sais quoi dans un quartier pour dire qu'il fallait absolument le bannir d'un quartier. Et donc le même phénomène s'applique à des gens qui n'ont aucune notoriété particulière, n'aspiraient qu'à vivre tranquillement et qui se retrouvent mis à l'opprobre comme ça dans leur ville et se retrouvent presque obligés de déménager. Ça n'est même plus la solution puisqu'on recrée le même phénomène. Et il y a toujours des sympathiques corbeaux hein, dans un pays où la délation est un vieux réflexe qui quand même se cultive depuis Pétain. Il y a quand même toujours des gens pour ensuite dire oui mais quand même il a une affaire, votre nouveau voisin, j'ai retrouvé sur internet, etc., etc., etc. Il y a évidemment ces phénomènes, vous les connaissez, j'ai aucune
vous les voyez donc appliqués à des stars ou à des hommes et des femmes politiques. J'ai aucune sympathie ni antipathie particulière pour Gérald Darmanin, mais je suis toujours fasciné de voir des accusations portées sur les murs sous forme de datzibao avec des lettres, dans des affaires pénales dans lesquelles des affaires ont été classées sans suite, pas par la prescription, mais parce qu'il a eu des relations sexuelles ou des histoires amoureuses, ou peu importe, ou pas amoureuses, je m'en fiche, peu importe, il en a le droit, avec des femmes, et qu'il y a eu ensuite des dépits, de la vengeance politique, tout un tas de choses. Moi, à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est de regarder la réalité des accusations, puis au-delà des accusations, vous l'avez compris, des jugements en droit, c'est de savoir si les juges ont prononcé aux uns et aux autres l'interdiction de se présenter à un mandat politique, l'interdiction d'aller sur une scène, l'interdiction d'écrire un livre, l'interdiction d'être boulanger, d'être instituteur, d'être professeur. Heureusement, dans un état de droit, il y a des articulations et des possibilités d'interdire à quelqu'un d'exercer un métier si ça pose un problème en raison de la nature des faits pour lesquels il a été condamné. Mais là, je ne vous parle même pas de gens qui ont été jugés, je vous parle de gens qui ont été juste accusés et qui éventuellement ont gagné. Il y a donc ce phénomène avec des affiches wanted en quelque sorte, hein, comme dans Far West, qui se développent, les systèmes qu'on voit encore une fois dans des quartiers. Un dernier exemple peut-être de tout cela, ou deux derniers exemples de tout cela, ça ne porte pas que sur les affaires de mœurs, ça porte beaucoup sur les affaires de mœurs parce que c'est l'accusation la plus difficile à combattre. Hein. Vous savez, au musée du barreau, encore une fois qui m'est très cher parce que je l'ai animé ou dirigé pendant de nombreuses années, qui est le plus grand musée d'histoire de la justice en Europe, il y a notamment tous les documents, enfin le peu de documents qu'on a plutôt sur Marie-Antoinette et le procès de la citoyenne Capet. Dans le procès de 1793, de Marie-Antoinette, 1795, il y a des accusations de prévarication avec l'ennemi, d'intelligence avec l'ennemi, de faillite de la France, etc. Il y a une cinquantaine d'accusations, il y en a une qui est l'inceste sur son fils. Et c'est l'accusation contre laquelle vous ne pouvez rien. Parce que toutes les autres, vous pouvez essayer d'arriver à démontrer d'une façon ou d'une autre, et c'est très compliqué. Et celle sur laquelle vous ne pouvez pas rapporter la preuve négative, comment rapporter la preuve que vous n'avez pas commis l'inceste sur votre fils? Comment prouver que vous n'avez pas commis quelque chose que vous n'avez pas commis? Et c'est ce que dit Marie-Antoinette quand elle est à la barre, et la seule défense qu'elle a, c'est de dire j'en appelle à toutes les mères de France, pour dire ce que vous m'accusez est tellement monstrueux, que la seule chose à laquelle je peux appeler, c'est le bon sens des mères de France qui, dans la même situation que moi, est-ce qu'elles abusent de leurs enfants de 10 ou 11 ans ou 12 ans? Voilà. Donc c'est quelque chose de redoutable parce que c'est l'accusation la plus facile à lancer et la plus difficile à défaire ou à démonter. Il en reste évidemment toujours quelque chose. Un exemple très, très frappant, vous avez peut-être à l'esprit, vous connaissez Kevin Spacey qui jouait dans cette série House of Cards, etc. Puis qui est un acteur assez connu et important, qui a été accusé d'avoir abusé d'un jeune homme dans une affaire très compliquée, etc. D'histoire de drague dans un bar, d'alcool, de machin, de soirée. Et vous savez, Kevin Spacey a été sorti par le producteur américain de la dernière saison de House of Cards, remplacé dans un film qu'il avait déjà tourné. On a retourné les scènes avec un autre acteur pour le remplacer, alors qu'il était simplement accusé et qu'il n'y avait aucun procès. Il n'est toujours pas condamné, il y a toujours des accusations, mais il n'y a rien à la fin au sens de l'état de droit et des décisions de justice. Mais sa carrière à Hollywood, au cinéma comme dans les séries comme la télévision, elle est terminée. Il n'est plus considéré comme admissible de près ou de loin sur un plateau et dans une quelconque production. Le seul film dans lequel il a réussi à trouver un rôle ces 3 dernières années, c'est un film en Italie qui s'est tourné l'année dernière, où les Italiens ont dit quel est le problème. Et il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné, donc nous on l'a. Donc il est, entre guillemets, non pas au rabais, mais enfin vous imaginez, dans une production italienne qui n'a plus grand chose à voir avec les budgets dans lesquels il tournait à Hollywood. Et il est évident que le film italien ne sortira pas aux États-Unis, de la même façon que les films de Woody Allen ne sont plus montrés aux États-Unis, parce qu'il y a ces affaires compliquées sur lesquelles il n'y a pas eu de jugement, sur lesquelles on peut discuter à n'en plus finir, sur lesquelles Woody Allen a fait des biographies et des accusations. Très sincèrement, c'est une histoire complexe. Voilà. Il y a évidemment toujours aussi dans ces histoires, si vous reprenez un dernier exemple, ça ne concerne donc pas que les mœurs, ça concerne aussi donc les affaires, ça peut concerner des opinions politiques, ça peut concerner beaucoup de choses, ça peut concerner aussi des opinions sur la société, qui ne sont pas toujours les plus heureuses ou les plus progressistes, mais J.K. Rowling, auteur d'Harry Potter, par exemple, se voit en permanence cancellée, si je puis me permettre, par des gens parce qu'elle n'est pas très en faveur de ce qu'on appellera les trans.
Alors, pour moi, c'est un tort, mais un tort purement politique. Hein. Ça n'enlève rien à ce qu'elle écrit, ça n'enlève rien au fait qu'elle a le droit d'exister, le fait qu'elle a le droit d'écrire, au fait qu'Harry Potter c'est formidable, etc. Ça ne, voilà. Mais elle a droit à des attaques à n'en plus finir et des gens qui la déprogramme au motif qu'elle n'est pas une partisane du droit des trans et qu'elle dit tout un tas de choses qui, moi, me semblent un peu dépassées et un peu réactionnaires, mais ce n'est pas la question. Si on doit déboulonner tous ceux qui ne pensent pas comme nous, tous ceux qu'on considère comme pas assez progressistes, trop réactionnaires, pas assez réactionnaires, trop progressistes, alors là, on ne s'en sort plus et vous ne gardez personne dans votre bibliothèque, vous ne regardez plus aucun film à la télévision, ou vous faites comme Alice Coffin, qui est une des partisanes les plus grandes de la cancel culture, qui est élue verte maintenant avec Anne Hidalgo, avec qui elle est très amie, qui dit elle ne lit plus de livres d'hommes, elle ne regarde plus de films faits par des hommes en raison de ce que serait la suprématie blanche hétérosexuelle occidentale. Vous dites que là, on est dans un état de confusion générale, qu'on veuille lutter contre des années de ségrégation, de discrimination, etc., est une chose, qu'on veuille lutter contre le racisme, etc., pour tout un tas de choses, c'est très bien, qu'on en arrive à y boycotter ou à décider de ne pas regarder des films ou des livres écrits par des hommes au motif qu'on les assimile à une communauté qui serait de répression ou oppressante. Enfin, on est dans une espèce de bloubi-boulga ou de galimatia très compliqué qui fait que les neurones et les synapses ne se connectent plus tout à fait. Alors, je pourrais multiplier à n'en plus finir les exemples, hein, parce qu'il y a les individus, mais je vais terminer sur ça. Il y a évidemment des œuvres ou des pans de l'histoire. Alors là, les gens sont encore moins habilités à se défendre puisqu'ils ne sont plus là. Alors ça, c'est Colbert, c'est Napoléon, mais c'est aussi Marguerite Mitchell, pour autant n'importe le vent. Hein. Il y a un excellent livre qui vient de sortir qui s'appelle Scarlett, qui raconte toute l'histoire, qui est romancée et qui est vraiment passionnant chez Flammarion sur cette histoire et sur la façon dont les rôles ont été répartis, dont les choses ont été caricaturées un peu. Enfin, ça correspond, on peut faire des avertissements, rappeler que ça explique que c'est une point de vue qui a été donné sur l'histoire de la guerre de sécession telle que revue dans la première partie du XXe siècle, etc. Mais on est dans une relecture complète ou la volonté complète d'éradiquer un film qui pour moi est un film immense qui m'a fait pleurer au cinéma. Quand la petite fille tombe en faisant du cheval, j'ai souvent dit à mes filles, ne ferez jamais de poney de cheval parce que dans le temps on reporte le vent. C'est quand même, moi j'ai une projection particulière, je cancelisais le poney, vous voyez, un peu de ça. Mes filles le savent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les gens voulaient l'année dernière supprimer ce film de toutes les chaînes de télévision et toutes les plateformes au motif qu'il donnerait un point de vue particulier sur la ségrégation, les Afro-Américains, les champs de coton, l'esclavage. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc ce phénomène déboulonne des statues, déboulonne des œuvres, etc. Je dois vous dire que j'ai été beaucoup mêlé à l'histoire des manuscrits inédits de Céline, qui viennent de voir le jour. Le premier volume Guerre est sorti et je suis l'avocat du journaliste qui les a détenus pendant 15 ans et puis qui les a remis pour qu'ils puissent sortir, etc. Je suis quand même assez heureux que Céline soit en tête des ventes et que, heureusement, tout le monde ne voit pas uniquement dans Céline un abominable collabo et antisémite qu'il était, hein, ne nous trompons pas, et qu'on puisse quand même, dans un pays comme la France, lire l'œuvre d'un grand écrivain en étant lucide sur le fait que c'était une crapule et une ordure politique qu'a dit les pires horreurs dans 3 pamphlets antisémites. On doit être capable de cette prise de distance, de faire la part, entre une fois. Mais ce qui est formidable, c'est quand l'affaire Céline a démarré en août dernier, publiquement, ça fait 2 ans moi, que je m'en occupe, mais qu'on a révélé dans le monde, moi qui ai fait révéler sur 4 pages avec une une mondiale qui a été reprise partout, toute la presse mondiale s'est émerveillée du fait qu'on retrouve 6500 feuillets inédits, dont 4 grands livres inédits, extraordinaires d'un écrivain des plus importants du XXe siècle. Mais la presse américaine, le Times et le New York Times, le Times anglais, le New York Times américain, ont titré des textes retrouvés du nazi français. Je me dis quand même, c'est peut-être pas la chose la plus intelligente dans un titre accrocheur à dire sur la découverte de manuscrits inédits de Céline. On peut dans un article expliquer que c'est un abominable collabo machin, mais le titre ne doit pas être des textes, des vieux papiers trouvés d'un nazi français. D'ailleurs c'est faux, c'est pas un nazi, c'est un collabo, enfin on peut faire tout un tas de choses. Alors on peut dire tout un tas de choses, mais certainement pas ce genre d'ânerie, mais c'est le mouvement général vers lequel on doit lutter. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait continuer sur Christophe Colomb, sur beaucoup d'autres choses. Vous l'avez compris, il n'y a pas de solution miracle. Il y a une solution qui est de réfléchir, de ne pas se laisser emballer, entraîner par l'espèce d'emballement général de Twitter et d'autres phénomènes. Il faut être capable d'une lecture critique de la presse. Moi, je pense que là, il y a un défaut dans l'éducation française, mais qui s'améliore peu à peu.
Les Américains, avec leur système très outrancier, ont appris à se défier de la presse très souvent, mais parce qu'ils sont dans des excès aussi dans tous les sens, mais nous devons aussi apprendre de temps en temps à avoir un peu de distance avec Mediapart, avec des articles qui se veulent allumeurs et ahurissants. J'ai écouté l'autre jour, il y avait un journaliste que j'aime bien qui racontait l'affaire, vous pardonnez, comment ça s'appelle, on te connaît que lui, Cahuzac. Il dit, il a enquêté sur l'affaire Cahuzac. Alors Cahuzac, pas de mystère, hein, a fraudé fiscalement, etc., a fait de l'évasion fiscale de façon illégale, a été jugé comme tel, etc. Mais il racontait, c'était sur France Info, c'était passionnant pendant un quart d'heure. Il dit, ce qui est formidable, il dit, c'est qu'au début, Mediapart, dans l'article qu'ils font, ils se trompent de A à Z. Ils ont une suspicion, ils ont une rumeur, il y a réellement eu une évasion fiscale, etc. Mais tout est faux dans l'article de départ. Les banques, les lieux, les pays, les montants. Donc ils disent ce qui est extraordinaire, et à la fin ils disent, regardez, nous avions raison. Non, la rumeur était vraie, elle s'est avérée exacte, mais elle n'est en rien conforme aux accusations de Mediapart. Donc moi, voilà, il faut être capable d'avoir, et c'est un journaliste qui dit, voilà, j'ai jamais eu de mea culpa de Mediapart, à la fin ils sont félicités d'avoir fait condamner Cahuzac, ça n'est pas eux, c'est venu de tout un tas de travail d'enquête de la part des services fiscaux et des services de la justice française. Mediapart avait tout faux, ils ont juste une suspicion et l'idée. Voilà. Donc il faut apprendre à avoir une lecture critique. Et évidemment, il faut passer par l'éducation. C'est la seule véritable solution, ça prend du temps, mais c'est la seule façon, de garder un peu la boussole ou un cap de raison dans un pays, encore une fois, où l'état de droit, la présomption d'innocence, la réflexion, la nuance devraient être encore de rigueur, et le sont encore, heureusement, chez la majorité de nos citoyens. Hein. Ce dont je parle est un phénomène minoritaire, mais un phénomène minoritaire très grandissant. Voilà. Donc il faut faire le pari, néanmoins, ne pas être totalement découragé, faire le pari du bon sort, et c'est de la raison, mais aussi aller vers une éducation encore plus importante, vers la prise de conscience de ces phénomènes et de la nécessité d'avoir de la distance pour les plus jeunes. Le débat que j'ai avec ma fille en lui disant, tu vas écouter ma conférence parce que elle m'a parlé hier de la cancel culture, mais sans trop savoir de quoi il s'agissait. Je dis, alors écoute, et puis après on parlera. Comme on l'a fait, quand on avait parlé de Gabriel Maznev, elle m'a dit, je vais lire Springora, je lui sais très bien, tu lis d'abord Springora et ensuite on débat. Et tu lis d'abord et on ne commence pas par lâcher des anathèmes, on commence par regarder, par se documenter sur n'importe quel sujet, et ensuite on peut discuter démocratiquement de quelque chose qui peut poser problème, et sans pour autant conclure à la fin. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas un type bien qu'on doit forcément l'éradiquer complètement du paysage et se comporter comme des sauvages. Exactement ceux qu'on essaye de juger dans les affaires du Bataclan, nous avons tendance parfois à nous comporter comme les gens qu'on dénonce comme ayant les pires idées et les pires méthodes à l'intérieur de l'humanité. Voilà. J'ai dit, je vous remercie tous de votre patience. Évidemment, la parole peut circuler pour des remarques, des questions et une contradiction, évidemment, parce que ce que je raconte, dans un pays où on peut débattre, voilà, souffre évidemment des opinions éventuellement contraires. Merci mes amis. Et commenterai le livre. Alors, très bien. Le livre s'appelle donc Les nouveaux justiciers, réflexions sur la cancel culture. Je le signe dans quelques minutes là-bas. Alors, le micro, il est là, mais on peut si vous voulez... Il faut parler fort, alors. Oui, je sais que tu vas parler fort. Non, je suis un professeur. Mais ça risque, à un moment ou à l'autre, de flinguer, de tirer. Les gars vont supporter, ils vont sortir dans le faire. Moi, j'ai bien peur de ça. Hein. Bien sûr. Comme c'est parti. Vous savez, malheureusement, effectivement, les choses deviennent... Les réactions sont très viscérales, puisque les accusations sont tellement fortes que les gens sont réduits à des défenses qui sont presque physiques. Le plus dramatique, c'est il y a 2 ans, un chef japonais s'est suicidé à Paris à cause d'accusations d'agression sexuelle dans sa cuisine, qui n'ont pas été déposées en justice, mais qui ont été colportées par un site gastronomique de critiques de restaurants. Et le type qui avait travaillé comme une brute, etc., c'est en pleine pandémie, au moment où les restaurants étaient fermés, se voit accusé, il s'est tiré une balle dans la tête, à 35 ans, laissant sa femme et ses enfants en telle, parce qu'il s'est retrouvé devant telles accusations colportées par un site qui a mis son nom, et qui après a dit, oh, on n'aurait peut-être pas dû mettre son nom. Non, évidemment, on aurait même dû faire une enquête, on aurait même dû, avant de balancer les accusations, vérifier si l'accusatrice en question avait porté plainte, il n'y avait pas de plainte, il n'y avait rien, juste de la rumeur. Et quelqu'un y a laissé sa vie. Ça n'a pas fait, à part le journal qui a dit ah, j'en aurais pas dû mettre son nom, c'est tout.
voilà la couronne de fleurs ou les regrets exprimés par ce média. Voilà. Et ensuite, la presse a commenté, mais alors sans pour autant s'inquiéter beaucoup du résultat, mais comme quelque chose d'un peu sensationnaliste, sans en tirer de leçons pour elle-même et son propre comportement. Voilà. Donc malheureusement, j'ai très peur que, vous savez, dans les mouvements de Malençon, on espère toujours que ça ira tellement loin qu'on va avoir droit, heureusement, à un retour à la raison, mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui les vecteurs et multiplicateurs que le portage sont responsables, je pense évidemment, de l'amplitude. Bien sûr. L'idée ne sera pas de maîtriser, de contrôler ces réseaux sociaux beaucoup plus, et notamment l'anonymat. Bien sûr. Là derrière. Alors, plusieurs choses. Sur les réseaux sociaux, ils sont évidemment le grand amplificateur de ce phénomène. Hein. C'est par là que ça arrive. C'est par ces accusations-là, sur des tweets surtout, que ça arrive. Et surtout, ce qui est dramatique, c'est que la presse traditionnelle qui travaillait jusqu'ici à peu près bien réagit. Moi, j'ai souvent des discussions avec des rédactions où on me dit, mais tu vois, le journal ne sort que le lendemain. Un tweet est sorti, on doit réagir. Donc on réagit en ligne, on n'a pas le temps de vérifier, mais on relaye le fait qu'il y a une accusation. Ce que je trouve dramatique, on relaye en ligne, hein, tout de suite, parce qu'il dit sinon on a l'impression de ne pas être au courant, de ne pas traiter l'actu. Donc on fait tout. Bien sûr, ils se rendent complices de méthodes qui sont contraires à celles qu'on apprend normalement dans les écoles de journalisme, à recouper les informations, donner la parole, etc., à la partie adverse, ainsi de suite, recouper, etc. Donc il y a une difficulté, une grande naïveté. Il y a une grande naïveté des pouvoirs publics hein, qui commencent seulement un tout petit peu à réagir devant les géants qu'on a laissé naître. Quand Emmanuel Macron avait présenté son projet de loi sur les fake news, avec lequel je n'étais pas du tout d'accord pour des tas de questions sur la liberté d'expression, sur tout un tas de choses. Mais j'ai trouvé très passionnant ou très révélateur qu'il présente ce projet lors de ses vœux à la presse où n'était convoquée que la presse traditionnelle. Les fake news, c'était très peu la presse traditionnelle. C'est Twitter, c'est les réseaux sociaux. Mais il avait jugé bon de sermonner les patrons de rédaction qui étaient là, alors que ce n'était pas eux les premiers qu'il aurait fallu sermonner. Il fallait convoquer le patron de Twitter, de Facebook, de Google, de tout un tas de choses. Donc on se trompe complètement de discours. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'aujourd'hui Twitter continue de répondre à la justice française en disant « Non, on ne vous donne aucun nom, on ne lève pas l'anonymat ». Alors ils le font dans des cas extrêmes, ils le font sur la pédophilie, sur le trafic de drogue et sur le terrorisme. Mais alors l'appel à la haine, le racisme, l'antisémitisme, les accusations délirantes, la violation de la vie privée, la diffamation, etc. Non, ils considèrent que c'est le premier amendement de la Constitution américaine, celui qui permet aux plus Klux Klan de défiler dans la rue avec des croix enflammées et des chapeaux délirants, celui qui permet aux dingues de défiler avec des brassards nazis, et que c'est ça la conception de la liberté d'expression. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, évidemment. Il y a quelque chose qui devrait être repris en main. La députée Laetitia Avia, que vous connaissez peut-être, qui avait fait un rapport sur la haine en ligne et proposait qu'on pénalise, qu'on sanctionne les réseaux sociaux, à les rendre responsables, s'est vu déjuger finalement après un lobbying très important au Parlement en disant que ça va être une atteinte à la liberté de la presse. Elle ne parlait pas de la presse, elle parlait de Twitter. Et son projet n'est pas passé, qui était un texte sur la haine raciale, antisémite, sexiste et homophobe, donc qui ne visait pas le monde ou quoi que ce soit. Celle qu'elle visait, c'était les gens qui balançaient de façon anonyme sur les réseaux sociaux des choses, là pour le coup, en pleine impunité. Voilà. Donc il y a véritablement quelque chose, évidemment, à traiter. Bien sûr, je vous en prie. Moi, je noterais aussi. Alors, l'intérêt de la jeunesse, c'est qu'elle est jeune. Son défaut, c'est qu'elle n'a pas encore la voix... Allez-y, je vous en prie. Moi, je noterais aussi qu'il ne suffit pas d'avoir fait quelque chose pour être cancellé. Parfois, avec certaines personnes, il suffit juste d'avoir une opinion différente pour se faire taxer de tous les noms et ainsi de se faire cancel par ces personnes. Nous sommes d'accord avec des phénomènes de meute, c'est-à-dire que des gens pensent que votre opinion n'est pas acceptable et donc sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ils font appel à des petits algorithmes, des petits robots, puis ils font appel à des trolls, c'est-à-dire à des gens qui vont avec eux et ils mobilisent des dizaines de milliers de personnes qui d'un seul coup, poum, se mettent à relayer des informations contre vous alors que vous n'avez fait que vouloir débattre ou exprimer une opinion qui n'est pas la leur. Et vous retrouvez, encore une fois, c'est le contraire de l'état de droit et de la démocratie du débat. Hein. C'est l'anéantissement d'un point de vue qui ne plaît pas. Donc c'est... Comme à l'école, évidemment. Nous sommes d'accord, mais on devrait être capable dans notre société de ne pas bien sûr. Les profs entendent des choses, ils disent rien. Alors, cher ami, on va laisser encore une ou deux questions, puis après on va aller signer des livres. Ma voisine a pour prénom Céline,
Et dans le Marianne, ma voisine a pour prénom Céline. Très bien. Et dans le Marianne de cette semaine, il y a un article où vous êtes cité sur Ferdinand Céline. Et à sa mort en 1961, des documents importants ont disparu. 60 ans plus tard, on les retrouve, quelqu'un les retrouve, on ne sait pas trop qui. Et un journaliste que vous défendez, que vous connaissez, qui a fait une biographie sur Céline, est contacté par les gens qui avaient ces documents depuis 60 ans. Et on lui cherche des histoires alors qu'il est là pour faire connaître l'œuvre de Céline qui n'avait pas été éditée par Gallimard. Et je voudrais que vous disiez quelques mots, parce qu'on en parle très bien et dans le Marianne de cette semaine, et je trouve cet article très intéressant. Alors, je pourrais faire une conférence sur l'affaire Céline, je la ferai l'année prochaine, parce que d'ici là, des choses seront publiées. Il y a le premier volume, Guerre, est sorti, il y a 2 volumes qui sortent extraordinaires. Si vous n'avez pas lu Guerre, là, allez l'acheter, c'est du même niveau que Le Voyage au bout de la nuit, c'est plus torride, hein, voilà. Mais c'est formidable. Il y en a 2 grands livres qui sortent à l'automne, il y a un dernier inédit en janvier prochain. Et mon client que je défendais, celui qui a préservé les manuscrits, les a portés, a voulu qu'ils soient rendus publics, édités et déposés à la Bibliothèque nationale de France. Jean-Pierre Thibaudat, que j'aime beaucoup, va publier son propre récit sur toute l'histoire. Donc l'année prochaine, je veux bien le commenter avec lui ici et vous en parler. Mais évidemment, c'est quelqu'un qui a voulu apporter, contacte les ayants droit, dit toutes ces choses ont été sauvées par miracle, il faudrait qu'elles soient éditées. Et un des héritiers a porté plainte pour recel contre lui. J'ai trouvé ça extraordinaire. Heureusement que je suis un bon avocat, si je puis me permettre, et qu'on a gagné. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Et quand même, j'ai gagné en disant aussi aux juges, vous savez quand même des receleurs qui contactent les propriétaires en disant « J'ai conservé ça par miracle, je voudrais vous les apporter ». Quand même, je ne connais pas beaucoup de banques de trafiquants, etc., qui viennent voir en disant « Je viens pour vous apporter ce qu'on vous a pris il y a maintenant des décennies ». Donc c'est voilà, une histoire fabuleuse et extraordinaire, mais que je veux bien commenter l'année prochaine, parce que là ça nous amène vers une heure de conférence. C'est pour dire que c'est dans Marianne de cette semaine, c'est tout. Oui, je sais bien, voilà. Mais voilà. Mes amis, si vous en êtes d'accord, nous levons la séance. Moi je peux continuer des discussions là-bas autour de ma table de signature. Merci encore de votre fidélité.